Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à RTI1. Bienvenue dans votre émission de débat et d'analyse de l'actualité. Le Club de la Presse, l'actualité nationale et internationale continue d'interpeller les consciences et de susciter de nombreuses interrogations. En Côte d'Ivoire, les pluies diluviennes qui s'abattent sur le district autonome d'Abidjan et sur tout le pays d'ailleurs depuis plusieurs semaines ont une nouvelle fois provoqué des inondations meurtrières, des glissements de terrain et des effondrements d'immeubles, des familles endeuillées, des habitations détruites, des populations déplacées. Le scénario semble malheureusement se répéter chaque année. Face à ces drames récurrents, une question demeure. Pourquoi les mesures prises jusque-là peinent-elles à mettre fin à ce cycle infernal? À l'international, les tensions entre les États-Unis et l'Iran restent l'un des principaux foyers d'instabilité mondiale entre déclarations d'apaisement, négociations indirectes sur le nucléaire, démonstrations de forces militaires et conflits par procuration au Moyen-Orient. Beaucoup s'interrogent, assiste-t-on réellement à une désescalade ou simplement à une trêve de façade? Pour analyser ces deux grands sujets, nous recevons ce soir Jérôme Dry, journaliste pour le compte du tabloïd Le Nouveau Réveil. Bonsoir. Bonsoir Ahmed. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Sinclair Oula, vous êtes journaliste et éditorialiste à Le Panafricain. Bonsoir. Bonsoir cher Ahmed. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Eric Bayala, journaliste et chroniqueur habitué des grands plateaux de débat. Eric Bayala, bonsoir. Ahmed, bonsoir. Merci de nous honorer de votre présence sur ce plateau. Et enfin, Sangari Yacouba, rédacteur en chef adjoint du quotidien Le Patriote. Bonsoir. Bonsoir Ahmed, je voudrais, si vous le permettez, saluer un fidèle téléspectateur du Club de la Presse, M. Dumandé Alpha, qui est le président de l'association des coiffeurs de Grand Bassam. Il adresse ses salutations à toute l'équipe du Club de la Presse. Merci à lui d'être un fidèle téléspectateur de notre émission. Par la même occasion, on souhaite une très bonne fête des mères à toutes les mamans de Côte d'Ivoire et du monde entier. Le décor est planté pour cette émission. Place maintenant au générique. Le Club de la Presse, messieurs, chaque saison de pluie ou presque à Abidjan, on revit les mêmes scènes de désolation. Cette année encore, plusieurs communes du district ont enregistré des inondations importantes. Des quartiers de Cocody, Abobo, Yopougon, Atekoubé, Benjerville ou encore Danyama ont été touchés. Parallèlement, plusieurs cas d'effondrement d'immeubles. Comment sortir définitivement de cette situation? Question que nous allons traiter juste après cet élément de Siaka Koné. À Abidjan, la pluie est devenue synonyme de peur. Peur des routes englouties, des maisons inondées, des immeubles qui s'effondrent en pleine nuit. Chaque saison des pluies apporte les mêmes images de désolation, les mêmes cris, les mêmes morts, comme si le drame était devenu une fatalité. Pourtant, ces catastrophes ne tombent pas du ciel. Elles sont aussi la conséquence de constructions anarchiques, des permis délivrés sans contrôle rigoureux, des quartiers bâtis sur des zones dangereuses, des caniveaux obstrués par les déchets. Derrière chaque effondrement, il y a souvent des négligences, parfois des complicités, toujours des responsabilités. La question aujourd'hui est brutale. Combien de vies faudra-t-il encore sacrifier avant une véritable révolution de la gouvernance urbaine? Peut-on continuer à bâtir une mégapole moderne sur le désordre, l'improvisation et l'impunité? Stopper le cycle du drame impose des décisions fortes. Démolir des constructions à risque, sanctionner sans faiblesse les promoteurs véreux, renforcer les contrôles techniques et surtout faire de la prévention une priorité nationale. Car à Abidjan, ce ne sont plus seulement les pluies qui tuent, ce sont aussi nos retards, nos imprudences, nos silences. Retour sur le plateau du Club de la Presse, messieurs. Dans ce reportage de Siaka Koné, on a pu voir des scènes de drame. Mais nous sommes aujourd'hui dimanche 31 mai. C'est un jour heureux pour les femmes du monde entier. Est-ce que chacun de vous a un message à dresser aux femmes de son entourage et pourquoi pas à celles bien au-delà? Sinclair Oula. Je souhaiterais dire bonne fête des mères à toutes nos mamans, et celles qui sont toujours aux côtés de leurs époux, de leurs enfants, et plus particulièrement, je pense à nos mamans de chez moi, de Bangolo, les mères de Bangolo, et plus précisément de Guigui Zania, mon village, qui suivent aussi chaque fois
leurs enfants, quand ils participent au Club de la Presse, j'aimerais vraiment leur dire bonne fête des mères et qu'elles continuent d'œuvrer toujours pour l'épanouissement de leurs enfants, de leurs époux, de toute la famille. Et je leur dis beaucoup de bonnes choses. Jérôme Dri, à qui adressez votre message? Oui, particulièrement à tous nos mamans, et particulièrement au moment du monde rural. Je pense au moment de Boisflé, particulièrement de mon village, Pakwabo, qui est à 18 km de Boisflé. Et à tous ces mamans qui, malgré la situation difficile, la vie chère, arrivent quand même à soutenir les différents foyers. Et bonne fête à tous ces mamans-là. Et nous prions Dieu pour que Dieu leur accorde beaucoup de grâce pour qu'elles continuent de soutenir leur foyer. Sangare Yacouba. Moi, je voudrais dire bonne fête à tous les mamans et surtout dire à tous ceux qui ont la chance d'avoir leurs mères qui sont en vie, de leur consacrer du temps, de les chérir, de leur dire qu'ils les aiment avant qu'elles ne partent, parce qu'elles sont le socle de notre vie. Eric Bayala, pour terminer. Oui, effectivement, j'ouvre ce tableau en disant bonne fête à ma mère que j'ai eue au téléphone. Mais par-delà elle, bonne fête à toutes les mamans du monde, parce que imaginons un instant quel serait devenu notre monde sans les mamans. C'est le socle de la vie, c'est la qualité de l'humanité, c'est la garantie de la stabilité, c'est la projection. J'allais dire en un seul mot, nos mamans sont les maîtresses de nos différents foyers. Et on ne peut pas bâtir durablement sans elles. C'est pour cela que le monde s'arrête aujourd'hui pour avoir une réflexion positive, des pensées positives à l'endroit de toutes les mères du monde. Et tout comme mes co-débatteurs, je m'associe à eux pour souhaiter une très très bonne fête à toutes les mamans, particulièrement à celles de Gagnois et notamment du quartier Soleil. D'accord. Alors, toutes les mamans ont été célébrées de par vos messages. Et c'est aussi des mères, c'est aussi des pères associés à elles qui pleurent pendant ces moments de pluie diluvienne sur Abidjan et puis un peu partout en Côte d'Ivoire. On l'a dit tout à l'heure, il y a certains quartiers d'Abidjan qui ont subi les affres des pluies, des fortes pluies de ces dernières semaines. Et justement, chaque année, on assiste à des inondations, à des effondrements d'immeubles et on a des pertes en vies humaines. Peut-on encore parler de catastrophes naturelles ou s'agit-il de problèmes de gouvernance urbaine? Jérôme Dri. Écoutez, si on ne peut pas prévenir les inondations, c'est un phénomène naturel qu'on ne peut pas prévenir. Par contre, on peut prendre des mesures quand même pour anticiper certains cas comme les effondrements d'immeubles. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, depuis 2012-2013, si ma mémoire est bonne, nous subissons ce fait qui est passé d'une crise urbaine à un fait banal de société. Parce qu'aujourd'hui, ça ne dit plus trop grand-chose à quelqu'un. Il y a quand même mort d'homme, effondrement. Non, mais comme quand il y a mort d'homme... On peut qualifier cela de banalité. Non, ça devient un fait banal de société. Vous verrez pourquoi je dis cela. Imaginez-vous que, pas plus tard, le 23 mai dernier, il y a eu près de 8 morts à commencer. Je voulais m'incliner devant la mémoire de ces personnes décédées. Mais quand vous regardez après ce drame, vous regardez... Le communiqué du ministère de la Construction, mais vous êtes un peu surpris. Le ministère de la Construction fait le constat qu'il y a eu des morts, fait le simple constat que celui qui a construit n'a pas eu de permis de conduire. Mais bah, ça choque un peu quand même les Ivoiriens. Le permis de construire, et le ministère se limite à là, sans même déplorer ce qui s'est passé, sans même s'incliner devant la mémoire de ces personnes, alors que... il y a quelques années en arrière, on nous a dit que des mesures ont été prises pour anticiper ces effondrements d'immeubles. Il y a eu par exemple la création de ce qu'ils appellent le PCC, la plateforme collaborative de contrôle de construction qui avait pour mission de veiller au suivi des chantiers et de détecter tout ce qui était irrégularité. Ça n'a pas été le cas. Il y a eu encore la création même d'une brigade de surveillance, mais devant ces mesures-là, ces mesures n'ont pas réussi à anticiper ce que nous voyons aujourd'hui. Malheureusement, et le constat que je veux faire, c'est que ce milieu de l'immobilier en Côte d'Ivoire est gouverné par un réseau mafieux, et il y a la corruption dans ce milieu-là qui fait qu'aujourd'hui, même le ministère a beaucoup de difficultés à anticiper ce que nous voyons aujourd'hui. Sangare Yacouba, qui porte aujourd'hui la plus grande responsabilité, l'État, les collectivités, les populations, ou qui, selon vous? Je pense que les responsabilités sont partagées. D'abord, concernant l'effondrement d'immeubles, je pense que l'État, à travers le Code de l'habitat, de la construction de l'habitat, la loi du 26 juin 2019, définit clairement
les conditions et les dispositions à prendre quand on veut construire un immeuble. Donc sur ces questions, je pense que la première responsabilité, c'est au niveau de l'État de faire le contrôle, parce que le cadre réglementaire est déjà là. Pour faire un immeuble, il faut d'abord avoir un titre foncier. Ensuite, il faut une étude de sol géotechnique pour savoir la nature et l'importance du sol. C'est un arrêté de concession définitive. Définitive. Il faut ça, mais il faut aussi une étude du sol avant de commencer à travailler. Voilà, qui va permettre de savoir la nature et l'importance du sol, parce que ce n'est pas tout le sol qui peut prendre tous les étages. Bon, cette étude permet de savoir le niveau d'étage qu'on peut construire sur le terrain sur lequel vous voulez construire, parce qu'il y a des zones qui ont été remblayées, il y a des zones qui n'ont pas été remblayées. Il y a ça, et puis il faut aussi un plan d'architecture. Donc le gouvernement a prévu, le cadre réglementaire est là. Pourquoi les gens construisent sans respecter ce cadre réglementaire? Moi, je pense que là, le gouvernement doit intensifier le contrôle à ce niveau, parce que il y a une brigade qui est là déjà. Je me souviens qu'en 2024, il y avait près de 20 000 contrôles à Abidjan. Donc, c'est le rôle de l'État de veiller à cela. D'abord, la première responsabilité, de s'assurer que si quelqu'un veut construire, est-ce que cette personne a eu le permis de conduire? Est-ce que cette personne a fait une étude géotechnique du sol pour s'assurer vraiment qu'il doit bien construire? Et puis ensuite, il y a aussi des dispositions qui doivent être prises, un service de contrôle pour le matériel, pour s'assurer que le matériau qui est utilisé est le matériau de qualité. Donc, premier niveau de responsabilité, je pense que c'est le gouvernement, le ministère de la Construction qui doit faire le contrôle. Si aujourd'hui des immeubles s'écroulent, ça veut dire que des gens trichent avec la réglementation, donc le contrôle n'est pas assez rigoureux et n'est peut-être pas assez régulier. Deuxième niveau de responsabilité, c'est les entrepreneurs. Moi, je ne peux pas comprendre qu'on puisse investir plus de 100 millions, des centaines de millions dans une infrastructure et qu'on ne prenne pas le minimum de dispositions pour éviter que cette infrastructure s'écroule. Et ça, c'est de l'irresponsabilité totale de ceux qui font ça. Troisième niveau de responsabilité, c'est les gens qui travaillent sur les chantiers. Quand on confie les chantiers, ce qui guide les gens, ce n'est pas de construire bien l'infrastructure, c'est qu'est-ce qu'on gagne sur le chantier. Donc, le gars, au lieu d'acheter la quantité de ciment qu'il faut, il ne va pas le faire. Au lieu de payer la quantité, le fer à béton qu'il faut, il va peut-être chercher le fer à béton moins cher, sans se soucier que ce qu'il est en train de bâtir, c'est une infrastructure qui est appelée à durer dans le temps. Donc, toutes ces responsabilités sont partagées, mais la clé appartient à l'État. Parce que si l'État fait régulièrement le contrôle, indexe, interpelle vraiment les chantiers qui ne sont pas en règle, et je pense que ça va réduire le cas. Voilà. Et ça va réduire un peu ces cas d'effondrement d'immeubles. Alors, Saint-Claver Oula, selon vous, qui sont les responsables, qu'est-ce que vous pensez de cet état de fait répétitif chaque année pendant les saisons de pluie? Je suis entièrement d'accord avec mon prédécesseur sur la question. Les responsabilités sont partagées. Mais en même temps, la situation que notre capitale économique traverse aujourd'hui, les drames auxquels nous assistons, sont en grande partie de la responsabilité de l'État, c'est-à-dire de notre administration. Quelqu'un a parlé de corruption tout à l'heure, je suis d'accord. Vous voyez, quand un immeuble qui s'écroule, c'est vraiment pas du béton, c'est pas du béton c'est les institutions, ou si vous voulez, c'est l'institution qui échoue. C'est nos institutions qui échouent. C'est la gouvernance qui est fragilisée. Vous voyez, donc, c'est déjà des années, chaque année, on assiste à ces drames. On assiste à des morts d'hommes. Depuis bientôt, je crois, 3 à 4 ans, chaque année, il y a des morts. Donc, on est conscient de la situation, où on devait être conscient de la situation et prendre des dispositions adéquates. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'assiste pas à des poussées d'immeubles, par exemple sur des flancs des ravins, dans des marécages, ici et là? Est-ce que les différentes normes sont respectées? Et tout à l'heure, il a si bien dit, il faut que notre administration... Chaque année, on parle d'enquête. Quand il y a ce genre de situation, on parle d'enquête. On parle de contrôle qui sera renforcé. Mais après, on ne voit plus la suite de ce qui a été réservé à des auteurs. Et on ne les présente pas. Il n'y a pas de mesures qui sont prises pour décourager des personnes qui s'adonnent à ce genre de choses, pour ne plus qu'on assiste à tout ce qu'on voit. Donc moi, je pense que c'est vraiment malheureux. Il faut que notre administration, il faut qu'on extrait de notre administration des éléments corrompus
qui vraiment ternissent l'image du pays. Vous voyez, il y a le problème aussi de l'urbanisation. Il faudrait que l'urbanisation soit faite dans les normes. Il y a des quartiers auxquels je parlais d'immeubles, de logements qui sont construits sur des passages d'eau. Mais quand il pleut, l'eau doit reprendre sa route. Donc, ce à quoi on assiste, c'est vraiment... Ça ne devrait pas nous étonner. Reprenez par exemple la zone de Bingerville. Je suis passé là où il y a l'endroit qu'on appelle la nouvelle gare. Mais quand vous arrivez là, mais c'est complètement du désordre. Des conduites d'eau qui sont bouchées. Et à ces endroits, et vous voyez aussi aujourd'hui la zone CIE en allant à Bingerville, cette zone-là, il y a toujours une inondation qui est là. Et quand l'eau quitte en amont, et que l'eau n'a pas son passage pour aller à la lagune, ou bien de l'autre côté, à Bingerville, là-bas, quand il y a une connexion entre comment dirais-je, l'eau qui passe et la lagune, mais tout de suite, l'eau sort de son lit et puis bon, on assiste travaux dans cette zone-là. Hein. Oui, ben il faut encore. Oui, mais quelque part, il y a des endroits où les travaux n'ont pas été effectués véritablement. Et quelqu'un parlait tout à l'heure de lassitude ou bien des mesures, des moyens qui ont été investis, mais qui n'ont pas été véritablement utilisés dans le sens voulu. D'accord. Eric Bayala, est-ce qu'on peut imputer cette situation à la démographie galopante ici à Abidjan, qui fait qu'on a des bâtiments qui sont installés ça et là, surtout qu'on vient de dire que l'un des immeubles qui s'est effondré n'a pas eu de permis de construire. Est-ce que finalement on peut imputer ça à la croissance démographique à Abidjan? Oh ouais, mais d'abord, il faut dire que les questions d'inondation et d'effondrement d'immeubles sont passées de questions de faits divers à des problèmes de sécurité nationale. Parce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas que lorsqu'il pleut, la pluie devienne une catastrophe. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de responsabilités qui sont convoquées dans cette histoire. C'est vrai, mes prédécesseurs ont pointé en grande partie la responsabilité de l'État parce que c'est à lui qu'il revient de réglementer, de contrôler, de suivre. Mais les Ivoiriens, dans leur majorité, n'ont pas la culture du risque. La culture du risque renvoie d'abord à notre capacité de citoyenneté, de savoir que je veux bâtir un immeuble, une maison, mais je dois bâtir ma maison dans quelle zone? Parce qu'il y a beaucoup de zones aujourd'hui, comme Saint-Claver le disait, les gens bâtissent juste des petits lopins de terre sur des flancs de collines, dans des bas-fonds, tout et tout. Mais le problème aujourd'hui, il faut voir l'urbanisation très rapide d'Abidjan. On vous donne un lopin de terrain peut-être à 2 km de la ville, mais vous revenez 2 ans après, vous vous retrouvez en pleine ville. Ça va vite. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Au niveau donc de l'administration, il faut reconnaître que l'État a fait beaucoup d'investissements en termes d'assainissement. Mais ce que nous demandons, l'État doit passer de sa logique de réaction à une logique d'anticipation. On doit continuer à avoir le curage des caniveaux dans une politique permanente et non de le faire avant l'hivernage. Parce que quand un caniveau est obstrué, ça doit conduire à la perte d'une vie demain. Quand une maison est bâtie sans contrôle technique approprié, sans un permis de conduire, ou bien avec un parent de construire, avec une négligence dans la délivrance de certains documents administratifs, soit le contrôle n'est pas suffisamment fait, il y a une négligence, ou bien il y a des complicités en termes de corruption, mais tout ça, ça prend rendez-vous avec la mort. Donc nous pensons qu'à côté de ça, l'État a mis le cadre réglementaire, mais il faut que les citoyens eux-mêmes aient cette culture du risque et qu'eux-mêmes ils aient c'est-à-dire la culture de la citoyenneté. Parce que l'État ne peut pas être partout en même temps à la fois. Comme on le dit dans tout le monde entier, là où l'État est le plus efficace en termes de sécurité, c'est grâce à la collaboration des populations qui dénoncent, qui remontent l'information. Mais malheureusement, ici, on n'a pas encore cette culture.
au point même où, là où on peut aller dénoncer, mais on regarde également que la corruption dans le milieu, ça, il ne faut pas s'en cacher, est vraiment quelque chose de très sérieux. Vous passez, vous voyez, c'est bien marqué à démolir sur un bâtiment, vous revenez à quelque temps après, vous voyez que le bâtiment il est en finition. Or, il faut forcément des contrôles au niveau de l'État depuis la fondation, au niveau des, qu'on appelle des grosses œuvres, quand on fait les élévations, et puis à la livraison. Donc l'État doit pouvoir suivre parce qu'après, quand un immeuble s'effondre ou bien quand il y a une inondation qui arrive, je pense qu'en même temps, ce sont nos comportements qui transforment la pluie en catastrophe, sinon la pluie ne tue pas. Alors, Jérôme Dri, est-ce que les systèmes de drainage et d'évacuation d'eau aujourd'hui à Abidjan sont encore adaptés à la réalité du district? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que le système d'eau, puisque aujourd'hui, avec l'urbanisation très, très rapide, vous verrez qu'il y a des quartiers, par exemple, qui... Vous prenez un quartier comme 13-8, c'est des vieux quartiers, des vieilles communes. Aujourd'hui, il y a eu des constructions tellement anarchiques que le plan d'urbanisation qui a été tracé peut-être il y a 15 ans, 20 ans en arrière est révolu. Vous prenez d'autres quartiers comme Palmeraie, c'est le même cas. Mais je voulais revenir un peu sur ce que Éric Bayala a indiqué. C'est vrai, il ne faut pas trop justifier aussi l'État. C'est vrai que non, les populations doivent faire leur part de sacrifice, mais il ne faut pas aussi disculper l'État de ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez, il y a la Chambre, il y a une enquête qui a été menée en 2021 par la Chambre nationale. Non, mais il faut reconnaître que je n'ai pas disculpé l'État de sa responsabilité. Non, je veux dire que la grande responsabilité dans cette affaire... Non, une responsabilité ne peut pas être grande, qu'elle soit minime que ce soit. Dès l'instant où s'engage la vie des Ivoiriens, quelle que soit la responsabilité, il faut l'assumer. C'est bien compris. On ne peut pas comprendre que des contrôleurs viennent sur un chantier, ils mettent à démolir, et puis au vieux au-dessus de tout le monde, ce chantier va jusqu'en finition. Et puis bon, rien n'est fait, parce que quand ils mettent à démolir, c'est parce qu'ils ont constaté des irrégularités, des défaillances. Donc, automatiquement, le ministère devait agir. Mais bon, on constate que les gens même ignorent ce qui a été écrit. Bon, ils banalisent à la fin ce qui a été écrit et continuent le chantier. Je disais que, vous voyez, en 2021, il y a la Chambre nationale des ingénieurs, conseils et experts de Côte d'Ivoire qui a mené une enquête qui a indiqué que 80% des chantiers à Abidjan ont été construits sans permis officiel de construire ou avec de faux permis de construire. C'est ce qui a été révélé par l'enquête menée par cette chambre-là. Mais c'est grave quand on dit ça. C'est-à-dire que ça met les populations en danger. La plupart des constructions à Abidjan sont faites sans permis de construire. Et le ministère même l'a reconnu. Moi, je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux, essayer de faire une refonte profonde au niveau du ministère, au niveau des contrôleurs, et remettre à plat tout ce qui a été pris comme mesure et travailler, pourquoi pas, avec le district d'Abidjan pour voir dans quel cadre où on peut construire, où on ne peut pas construire. Parce que le district d'Abidjan, par exemple, a le plan d'Abidjan, le plan d'assainissement d'Abidjan, le plan d'assainissement d'Abidjan. Donc il faut travailler avec le ministère de la Construction, doit travailler avec le district pour voir dans quel cadre est-ce que tel lieu est indiqué pour une construction. Parce que quand vous voyez, bon, souvent quand on voit des chantiers qui sont construits, même au bord de certains gros caniveaux, on s'étonne. Est-ce que ce monsieur qui est venu s'installer, qui a commencé à construire là, a eu l'autorisation du ministère? Qu'est-ce que le district même indique à cela? Puisqu'il peut construire même souvent sur le passage d'eau. Il y a toutes ces questions-là qu'il faut mettre à plat pour essayer de réfléchir profondément et éviter de pouvoir peut-être se jeter la responsabilité. Moi, je pense, et je l'affirme, la responsabilité incombe à l'État. C'est l'État qui doit organiser ce milieu pour que nous puissions éviter ces drames. Sangaré Yacouba, est-ce que l'État finalement ne devrait pas bander les muscles, brandir, on va dire, les sanctions pour permettre qu'il n'y ait plus ce genre de cas? On a l'exemple de la cité Alabra, à la Riviera 3, qui ne connaissait pas d'inondation jusqu'à un certain moment et qui se plaignait même de certaines constructions qui obstruaient les canaux d'évacuation d'eau de passage, mais qui, jusqu'aux récents événements, n'ont pas eu gain de cause. Est-ce que finalement l'État ne doit pas être beaucoup plus sévère dans ses décisions? Si, tout à fait. Moi, je pense, vu l'ampleur du phénomène, de 2013 à aujourd'hui, c'est près de 30 immeubles qui se sont écroulés avec ces inondations. 40. Ils ont dit 40. Bon, une quarantaine, comme tu le dis.
Mais je vais dire que l'État, vous avez parfaitement raison, l'État doit bander les muscles, il doit sévir. Je l'ai dit, hein, le cadre réglementaire est là. On n'est pas dans une situation d'anarchie. Hein. Je l'ai dit, le code, regardez, lisez le code de l'habitat et de la construction et de l'habitat, il est clair. Le code même stratifie le type d'immeuble. Il y a une classification des immeubles. Ça définit la surface, le périmètre sur lequel on doit construire tel immeuble, la hauteur, si c'est R+1, quelle est la hauteur que l'immeuble doit avoir. Mais est-ce que tout ça s'est respecté dans les faits? Je n'en suis pas sûr. Et c'est pour ça qu'on a ces drames-là. Donc, je pense que le cadre réglementaire, je l'ai dit, est déjà là. Ce que l'État doit faire, c'est de renforcer le dispositif de contrôle et le dispositif coercitif, vraiment beaucoup de sanctions. À ce moment, il y a des amendes. Mais peut-être qu'il faut mettre des peines de privation de liberté. Quelqu'un qui se rend coupable de tels manquements qui peut causer des pertes en vie humaine, il doit aller en prison. Donc, je pense que je suis d'accord, l'État doit sévir sur ces questions. Déjà, il faut intensifier le contrôle. Un immeuble, on ne le construit pas dans une chambre, c'est très visible. Donc, il y a un moyen déjà de sillonner la ville, le district d'Abidjan, et d'identifier, quand aussi ils vont voir les chantiers, et de mener un contrôle très rigoureux. Vraiment. Maintenant, il faut aussi sensibiliser aussi les populations. C'est pour ça que la responsabilité de l'État est engagée, mais aussi la responsabilité des citoyens, et j'insiste là-dessus. Je pense qu'il y a un travail pédagogique, un travail de sensibilisation aussi à faire aux populations pour leur faire comprendre. Un investissement immobilier, c'est un investissement lourd. Pour pouvoir faire cet investissement, il faut se conformer aux tests réglementaires. Parce que si vous ne le faites pas, vous pensez gagner du temps. Demain, l'immeuble peut s'écrouler demain. Et ça peut vous créer des problèmes. Et le plus grave, il peut y avoir des pertes en vie même comme on l'a vu. Donc, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Il faut que l'État vraiment prenne les choses en main véritablement, intensifie le contrôle et durcisse les sanctions à l'encontre de tous ceux vraiment qui construisent sans permis de conduire, qui ne respectent pas les réglementaires. Maintenant, je vais terminer sur la question des inondations. La question des inondations, l'incivisme, pour moi, je pense, est l'un des facteurs aussi déterminants. C'est vrai qu'il y a une urbanisation, une démographie galopante du district d'Abidjan, mais il y a l'incivisme. Dans nos quartiers, les gens bouchent délibérément les caniveaux. On jette tout dans les caniveaux. Est-ce que ça encore, on n'a pas besoin de faire la police derrière chaque citoyen? Il nous faut aussi une conscience citoyenne. Dans d'autres pays, les gens ne le font pas. Pourquoi les gens n'ont pas cette conscience citoyenne très forte ici? C'est ça aussi une éducation citoyenne à ce niveau qu'il faut faire. Parce que l'État, je considère, ne pourra pas tout faire à ce niveau-là. Il faut qu'on soit aussi responsable, qu'on comprenne qu'on ne doit pas construire sur des canaux d'évacuation d'eau, on ne doit pas les boucher parce qu'on a les moyens, on ne doit pas construire sur des bassins d'orage. Et maintenant, concernant les questions des flancs de collines, ça aussi c'est la responsabilité de l'État. Voilà, ce n'est pas parce que vous avez besoin, vous avez le problème de logement que vous devez aller loger sur un flanc de colline. Et ça, c'est l'État qui doit dire, ça, c'est une zone inhabitable. Dans d'autres pays, ça s'est fait, on ne construit pas n'importe où. Donc, je pense que l'État doit jouer son rôle pleinement sur cette question. Saint-Claver-Oula, le changement climatique ne serait-il pas à la base de la fréquence et de l'intensité des inondations en Côte d'Ivoire? C'est clair. Moi, je suis d'accord sur ce point. Avant même ça, tu as posé une question de savoir est-ce qu'aujourd'hui, concernant l'urbanisation de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'avec la situation aujourd'hui adaptée, l'urbanisation et autres, tout ça... Bon, le plan d'assainissement. Le plan d'assainissement. Serait-il adapté à l'urbanisation galopante? Abidjan connaît une démographie galopante et puis il y a le boom immobilier. Et donc, il faut vraiment, je crois, il a un peu relevé, il faut revoir l'urbanisation de la politique d'urbanisation, l'assainissement d'Abidjan. Il faut vraiment prendre des mesures draconiennes pour essayer de revoir. Parce que j'ai échangé avec un architecte qui me disait qu'il y a des zones même où il faut détruire, il faut casser complètement des habitations, des immeubles. Il faut dégager pour que Abidjan puisse souffler, Abidjan ne puisse pas être victime de conséquences climatiques comme tu l'as dit tout à l'heure. Anticiper ces conséquences. Il faut anticiper ces conséquences. Mais bon, c'est vrai, on a évoqué tout à l'heure sur le plateau, on voit des immeubles à détruire. Je pense qu'il faut lever un équivoque. Souvent, quand on dit à détruire, cela ne voudrait pas dire qu'il faut détruire. Forcément, certains responsables immobiliers, c'est peut-être qu'ils n'ont pas obtenu l'autorisation, c'est-à-dire normalement ils doivent construire. Oh ouais. Mais peut-être dans la déclaration qu'ils ont faite, c'est R+1,
Ils n'ont pas programmé R+2 et puis on les voit en train de construire R+2. Donc, il faut aller déclarer que désormais, c'est R+2 qu'il faut faire. Donc, il faut se mettre en règle. Il faut se mettre en règle, voilà. Ça peut être ça aussi. C'est pourquoi on a mis à détruire sur ces constructions. Mais je pense que tout le monde l'a dit sur ce plateau. Aujourd'hui, la question, c'est vrai, elle est technique, mais elle est aussi politique. C'est une question politique. Ça dit quoi? Ça dit qui délivre les permis de construire? Qui ferme les yeux sur les constructions illégales? Il faudrait qu'aujourd'hui, j'allais dire le gouvernement ou bien l'État aille un peu de façon dure. Il faut qu'on tape du poing sur la table. Je l'ai dit tantôt, il faut que les sanctions tombent. Il faut que les enquêtes soient menées. Il faut que les contrôles soient... Jusqu'à leur terme, il faut que les contrôles soient renforcés. Pour ne pas qu'on assiste à ces images-là chaque année. Bon, quand on finit cette année, on sait qu'il y a eu ce drame en 2025. Il y a eu encore ce drame en 2024. Il y a eu le drame en 2023 avec le scénario de Atekoubé, Moussikro, Trècheville. Chaque année, on en connaît. Et il y a des dizaines de morts. Pour éviter ça, il faut que vraiment l'État tape du poing sur la table. Il faut démolir ce qu'il y a à démolir pour éviter ce genre de scénario auquel on assiste chaque année. Et vraiment, il ne faudrait vraiment pas y aller doucement parce que, bon, il y a des ramifications, il y a vraiment des vies qui sont en jeu. D'accord. Éric Bayala, est-ce qu'on ne devrait pas s'inspirer de certains pays? On a des exemples, pas très loin. On a le Bénin qui, à un moment, vivait des inondations constantes quand il pleuvait. Mais aujourd'hui, avec son nouveau système de drainage des eaux, des canaux d'évacuation, ou d'urbanisation. On a le Bénin qui vit pleinement et agréablement la saison des pluies. Est-ce qu'on ne devrait pas s'inspirer de ce genre d'exemple? Oui, mais vous ne croyez pas si bien dit. Partout, il faut s'inspirer des bons exemples pour pouvoir améliorer ce qu'on a à entreprendre. Je ne pense pas qu'au Bénin, c'est vrai qu'en grande partie, ça a été la politique mise en place par les autorités béninoises, mais ça a été accompagné par les populations elles-mêmes. Ça a été accompagné. Et je pense que sur ce plateau, nous avons dit qu'il faut également engager la responsabilité des populations. Je prends un exemple très simple. On avait une certaine anarchie au niveau de la circulation. Mais les autorités ont dit qu'il faut que chaque Ivoirien soit le policier de son ami. Quand vous conduisez mal, tout de suite, il y a un téléphone, on vous flash, on met sur les réseaux sociaux, vous êtes poursuivi, on vous attrape et vous êtes amendé. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas totalement ce qu'on attend, mais on voit que les Ivoiriens commencent à se conformer au code de la route. La route commence à devenir plus sûre. Voilà. Et donc, c'est ce que nous disons qu'également, il faut que les populations se mettent à contribution pour qu'ensemble, on puisse régler ce problème. Parce que très souvent, il faut aussi également que la cartographie de tout Abidjan soit véritablement mise à disposition avec les endroits marqués comme étant zones dangereuses. Si ça c'est connu du grand public, on sait que dans cette zone-là, on ne peut pas y habiter. C'est ça, parce que quand vous finissez, et puis l'État ne doit pas permettre à ce qu'on construise là où l'eau a déjà décidé de passer. Parce que si vous construisez là, c'est clair que forcément, vous allez prendre un rendez-vous avec des catastrophes après. Mais on a le relief d'Abidjan qui, par endroit, n'est pas trop intéressant, mais c'est là que les architectes rentrent en ligne de compte. Quand vous regardez les grands pays comme la Chine, qui n'ont pas vraiment cette superficie-là reluisante, mais ils arrivent à sortir des bâtiments. Pourquoi? Parce que les urbanistes, les architectes s'assurent de ce que l'ouvrage qui doit sortir de là doit pouvoir prendre en compte un certain nombre de réglementations, remplir une certaine norme. Mais malheureusement, ici, l'architecte, le promoteur immobilier, l'entreprise qui construit, même les agents de contrôle, tout cela, ils doivent être sanctionnés. Parce que quand un immeuble tombe, c'est une responsabilité, une chaîne de responsabilité qui doit tomber. Voilà, ce n'est pas qu'on ne regarde pas seulement le béton qui s'écroule. Il faut qu'on regarde d'abord celui qui a déjà vendu le terrain, celui qui a qui veut construire, est-ce qu'il a un permis de construire, est-ce qu'il a rempli les conditions, les études géotechniques, tout ça du sol, est-ce qu'il a déclaré vouloir faire un R+2 au ministère de la Construction, il en fait un R+5 ou bien 4. Il faut qu'on arrête d'être un peu faible
ou bien compatissant sur des questions de vie ou de mort. Ça, il faut que ça soit vraiment clair. L'État doit renforcer le contrôle. L'État doit pouvoir veiller à ce que... Parce que le problème, c'est que le rôle de l'urbanisation, c'est de donner une âme à nos villes. Donc, tant que l'urbanisation n'est pas respectée avec les moyens de l'État pour assurer le contrôle, c'est sûr que nos villes vont être perçues comme des mouroirs lorsqu'il sera en saison de pluie avec les inondations et les effondrements. C'est bien compris. Merci pour vos analyses sur ce premier sujet, messieurs. Nous quittons maintenant les rives de la lagune Ébrié pour nous intéresser à l'un des dossiers géopolitiques les plus sensibles de la planète depuis plusieurs décennies. Les relations entre Washington et Téhéran altèrent entre confrontations, sanctions économiques, tensions militaires et tentatives de dialogue. Ces derniers mois, malgré les signaux de négociations autour du programme nucléaire iranien et des échanges diplomatiques indirects, les tensions demeurent vives dans un contexte régional marqué par les conflits au Moyen-Orient. Alors assiste-t-on à un véritable apaisement ou simplement à une pause stratégique? Réponse à une certaine proportion avec cet élément de Siaka Kone. Entre les États-Unis et l'Iran, la tension semble retomber. Mais derrière cette accalmie diplomatique, les lignes de fracture restent explosives. Le nucléaire iranien, les sanctions américaines, les groupes armés alliés de Téhéran, la sécurité d'Israël, le contrôle stratégique du Golfe, aucun des véritables points de conflit n'a disparu. En réalité, Washington et Téhéran se livrent depuis des années une guerre sans déclaration officielle. Une confrontation indirecte faite de pressions économiques, de frappes ciblées, de démonstrations de force et de messages militaires codés. Cette trêve apparente ressemble donc moins à une paix qu'à un calcul stratégique. Les États-Unis veulent éviter un nouvel embrasement régional. L'Iran, lui, cherche à gagner du temps et à desserrer les taux des sanctions. Mais la méfiance demeure totale. La vraie question, combien de temps ce fragile équilibre peut-il tenir avant l'incident de trop ? Retour sur le plateau du club de la presse. On parle maintenant d'un sujet international qui fait les choux gras de la presse depuis un bon moment, que ce soit ici en Côte d'Ivoire ou à l'international, l'Iran, les États-Unis. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, messieurs, qu'il peut y avoir une certaine détente réellement entre les États-Unis et Téhéran? Girandry? Ça fait sourire parce que, vous savez, aujourd'hui, la trêve initiée très souvent par la négociation sous l'égide du Pakistan, elle reste très fragile, mais parce que derrière ces pourparlers, il y a encore des escalades au niveau entre les deux puissances. Au niveau verbal, entre les deux puissances. Verbal comme avec les actes, parce que vous voyez que les États-Unis continuent des frappes ciblées à certains endroits au niveau de l'Iran. Et à côté de cela, les exigences même des États-Unis par rapport à parvenir à un accord qui touche même le cœur de l'Iran et c'est inacceptable par l'Iran. Quand vous prenez par exemple les États-Unis qui demandent l'arrêt de l'enrichissement nucléaire, le fin du programme balistique de l'Iran, c'est des exigences qui seront très difficiles à accepter par l'Iran. Donc au-delà même de cette trêve, de ces pourparlers de paix, en dehors de ces pourparlers de paix, je veux dire, à côté de ces pourparlers de paix, je dis, parler d'une trêve totale, c'est illusoire. C'est l'heure. Je pense qu'on va assister peut-être à des attaques ciblées pendant que les pourparlers continuent. Mais aujourd'hui, il serait difficile de parler d'arrêt des hostilités entre l'Iran et les États-Unis. Saint-Claver-Oula. Moi, je pense que c'est une pause tactique. Ce qui se passe, c'est plus une pause tactique que comment dirais-je, une négociation de paix ou de réconciliation, comme il a dit Jérôme Moundry, avec les frappes croisées, avec la tension sur les détroits d'Ormuz, avec un certain nombre de tensions. Je pense que chaque pays joue un peu de stratégie pour pouvoir respirer. On a vu les États-Unis... Est-ce que vous voulez dire qu'il n'y aura jamais de trêve entre les États-Unis et Téhéran? Parce que vous voyez les conditions derrière lesquelles chaque pays se réfugie, c'est des choses qui ne peuvent pas faire l'objet de concessions en tant que telles.
vous voyez les exigences des États-Unis et puis vous regardez les conditions de l'Iran, c'est vraiment difficile. Ça sera difficile. Je le dis, ça va reprendre. Si les États-Unis restent figés sur leurs demandes, ça va se poursuivre. Mais je pense que les États-Unis craignent une explosion du coût du pétrole. Les États-Unis aussi, aujourd'hui, il y a de l'autre côté, comment dirais-je, avec la Russie et l'Ukraine, bon, les États-Unis sont de façon sournoise, les États-Unis sont engagés là-bas. Donc, du côté aussi de l'Iran, il y a la pression sociale par rapport aux populations, et puis il y a l'essoufflement économique par rapport aux différents embargos. Et donc, des sanctions, chaque pays joue des tactiques pour essayer de souffler un peu en allant à une négociation qui va lui permettre d'avoir un petit break. Ça dit. Donc, chacun joue des tactiques pour pouvoir gagner en temps et pendant ce temps, essayer avec un allié, peut-être la Russie, la Chine, ou bien un autre allié avec l'OTAN, quelques pays, Israël et puis, bon, surtout avec la réaction de l'Iran au Moyen-Orient vis-à-vis de certains pays où les États-Unis ont leur intérêt. Bon, les États-Unis aussi craignent l'embrasement de toute la région. Donc, chacun joue sa tactique. D'accord. Éric Bayala, est-ce que vous croyez en une paix véritable entre les États-Unis et l'Iran? Mais d'abord, je pense que cette trêve s'apparente plus à une stratégie d'apaisement, mais plutôt de repos militaire. Parce qu'après, les armes, ça va tous les jours. C'est comme ce qui se passe un peu entre la Russie et l'Ukraine. On avait cru qu'en 2 semaines, rapidement, la Russie allait avoir raison de l'Ukraine, mais la Russie s'y engage et elle se retrouve confrontée avec les forces de l'OTAN par derrière. Les États-Unis frappent de plein fouet l'Iran en espérant que ça va faire fléchir l'Iran et que l'Iran va venir dire « bon, écoute, on arrête tout et tout ». Mais malheureusement, on se rend compte que plus le conflit met du temps, les Iraniens encore ont du coffre pour pouvoir tenir. Ils n'arrivent pas à atteindre les États-Unis, mais ils frappent les États qu'on appelle ça du Golfe dans la région. Et donc, ça fait un coup dur pour les États-Unis. Il faut donc contrôler le détroit d'Ormuz, comme Cinq l'a dit, parce que les enjeux du commerce du pétrole s'y déroulent. Et puis à côté de ça, il y a les intérêts commerciaux un peu dans la région. Et la question de l'Iran aux États-Unis demeure une question majeure. En Iran, les autorités iraniennes ne veulent pas que l'opinion puisse dire que le gouvernement a cédé sous la pression des États-Unis. Et donc, du coup, chacun se campe sur sa position. Mais convoquons ensemble les raisons qui ont mis ces 2 pays en conflit. On parle de l'enrichissement de l'uranium iranien. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le nucléaire au niveau de l'Iran a été résolu? La sécurité d'Israël par rapport à l'Iran, est-ce que il y a un gage qui dit qu'aujourd'hui Israël peut se dire que bon, nous sommes rassurés de ne plus avoir des éventuelles attaques venant de l'Iran? Est-ce que il n'est pas qu'on peut constater que l'Iran continue d'armer les petits groupes armés tels que le Hezbollah un peu partout dans la région. Maintenant, à côté de tout ça, quand on regarde, les uns et les autres, chacun campe sur sa position, mais parce que personne n'a envie de perdre la face. Et donc cette trêve-là, c'est également un moyen pour que les gens puissent, un moyen de communication stratégique en interne. Aujourd'hui, les Iraniens sont convaincus que pour mener cette paix-là, il faut qu'ils aient le soutien total de leur population. Et donc les populations ont besoin d'être rassurées. Les États-Unis, le géant, n'a pas envie de perdre la face à un Iran qu'on a voulu tout de suite dominer. Mais à côté, les intérêts géostratégiques font que des puissances comme la Russie, comme la Chine, s'appuient également derrière ce qu'on appelle l'Iran, parce qu'aujourd'hui, le monde est devenu un espace qui n'est plus sûr. Donc chacun, avec ses inventions, avec ses armes, veut trouver des terrains pour pouvoir les tester. Vous avez un peu plus ou moins le président Xi Jinping de la Chine qui monte un peu le ton de temps à autre pour dire que, bon, écoutez, il y a nos intérêts, il faut regarder. Mais à côté de tout ça, c'est la stabilité du monde
la paix dans le monde qui est vraiment fragilisée. Et donc, pour nous qui sommes croyants, nous pensons qu'il faut prier Dieu pour que les dirigeants de ce monde aient la crainte de Dieu, parce que la guerre mondiale, on ne sait pas d'où ça peut partir. Pas plus de sagesse. Voilà, donc vous voyez que ça tourne, ça a quitté le carré de ce qu'on appelle l'Europe de l'Est, c'est revenu au Moyen-Orient, vous voyez que c'est en train de se promener. Et donc il suffit de je ne sais pas trop quoi pour que le monde entier s'embrase. C'est une limite. Voilà, c'est ça, c'est une limite. Or, vous savez que le détroit d'Ormuz est un endroit très stratégique pour le commerce mondial, pour les intérêts économiques, pour le pétrole. Voilà, donc vous comprenez que pour ça, il y a beaucoup d'intérêts qui sont en jeu. Et justement, sur ces intérêts, combien de temps cette guerre entre l'Iran et les États-Unis pourrait menacer les intérêts économiques mondiaux? La Côte d'Ivoire, et en Côte d'Ivoire, on a commencé à le subir avec une petite augmentation du carburant. Ça menace déjà les intérêts, puisqu'on a vu déjà que les prix du pétrole ont augmenté. Absolument. Les pays il y a une incidence, la Côte d'Ivoire a résisté pendant 2 mois. Oui, mais finalement, le gouvernement a dû se résoudre à augmenter les prix à la pompe. Dans d'autres pays, les prix, aux États-Unis, les prix ont pris ont explosé. Donc il est clair que cette guerre a une incidence déjà sur le monde. Moi, je pense que personne, les 2 pays, que ce soit les États-Unis ou l'Iran, personne n'a intérêt à ce que le conflit reprenne. Je pense qu'ils n'ont pas intérêt parce qu'ils perdent tous gros. Les États-Unis ont dépensé beaucoup d'argent. L'opinion américaine se retourne, une partie de l'opinion américaine se retourne contre Trump. Ils ont les élections de mi-mandat en novembre. Donc, s'il ne gagne pas, il sera une poursuite très difficile pour terminer son mandat. Le reste de son mandat, il en est conscient. L'Iran aussi a perdu gros. Ils ont perdu une bonne partie de leurs leaders. Ils ont perdu beaucoup d'infrastructures. Il y a aussi la zone, le Golfe aussi, qui a perdu gros aussi avec justement les frappes iraniennes en Arabie Saoudite, au Koweït, au Qatar, etc. Donc, personne dans cette zone n'a intérêt à ce que les armes reprennent le vol. Donc, ils sont dans un schéma de négociation où on fait de la surenchère pour que chacun puisse tirer le meilleur parti. Et comme Bayala a dit, pour ne pas perdre totalement la face. C'est pour ça qu'ils discutent durement. Ce que les États-Unis demandent à l'Iran aussi, l'Iran, je ne crois pas que l'Iran va l'accepter, parce que pour l'Iran, c'est la question de sa sécurité vis-à-vis d'Israël. Parce que si l'Iran donne tout son uranium et ses missiles balistiques aux États-Unis, l'Iran n'a plus de moyens de défense face à l'Israël. Il devient vulnérable. Donc l'Iran n'acceptera pas. C'est une question de sa sécurité. Et je pense que sur cette question, l'Iran ce sera non négociable. Les États-Unis en sont conscients. Aujourd'hui, je pense qu'on bascule un peu sur le terrain économique. On voit que les États-Unis ont mis un blocus sur les ports iraniens. Et pendant que l'Iran contrôle le détroit d'Ormuz. Bon, voilà, on est dans ce jeu-là. Et puis, il ne faut pas oublier aussi, derrière, il y a les pays arabes qui font du lobbying en bas pour ne pas du tout que le conflit reprenne. Parce que les Émirats arabes unis, le Qatar, ils ont perdu gros. Surtout Dubaï, par exemple, qui était une ville très touristique, avec plein de gens partis. Donc, moi, je pense qu'il va y avoir un accord. Je suis optimiste parce que je ne le souhaite pas. Parce que si la guerre reprend, toute la zone va s'embraser. Parce que le monde s'est bipolarisé. Même si la Chine et la Russie ne parlent pas, ils vont soutenir l'Iran en sous-main. Donc, les conséquences risquent d'être dramatiques pour le monde de façon générale. Donc, prions pour que vraiment, dans ce jeu de poker-là, vraiment que la sagesse les habite, pour que vraiment on ait vraiment un accord cadre, voilà, pour qu'on en finisse un peu avec cette guerre-là qui a déjà fait trop de dégâts. D'accord. Vous semblez tous être d'accord sur le fait qu'il faudrait que l'Iran et les États-Unis s'entendent pour que cette guerre-là puisse s'arrêter. Mais qu'est-ce qui pourrait leur permettre justement de trouver un compromis pour arrêter cette guerre-là? On a parlé des clauses du contrat qui n'arrangent aucune des 2 parties, mais qu'est-ce qui pourrait inclure ce contrat-là pour leur permettre de vraiment trouver un bon compromis? Éric Bayala. Oui, moi je pense que d'abord... Nous avons 3 minutes pour terminer avec cette question, c'est la dernière d'ailleurs. D'abord, ce qu'il faut, parce qu'une trêve sans confiance, c'est clair que c'est un rendez-vous sinon de confrontation diplomatique plus loin. Si les acteurs, les protagonistes n'ont pas confiance eux-mêmes, chacun vis-à-vis de l'autre, ça sera difficile. C'est d'abord la base. Et c'est pour ça que je pense qu'on doit pouvoir renforcer le leadership du Pakistan qui s'est joué les différents médiateurs pour rapprocher les positions. Il faut que sur l'essentiel, sur sa sécurité par exemple, l'Iran puisse être rassuré qu'il y a certains pays qui vont prendre l'engagement de l'appuyer en termes de sa sécurité, si tant est-il que
il a en face de lui un État comme Israël. Et vice-versa, il faut que Israël aussi soit rassuré que l'Iran n'a plus de velléité avec ce qu'on appelle avec son nucléaire, de sorte à ce qu'on puisse continuer à bâtir progressivement la confiance. Tant que les protagonistes, personne n'a confiance l'un dans l'autre, c'est sûr qu'on ne pourra absolument rien tenir. Sinon, les armes interviennent lorsque la confiance est rompue. Donc il faut travailler à rapprocher les gens dans un esprit de confiance avec des garanties et des accords cadres bien structurés, bien solides, qui garantissent la sécurité d'abord de chaque partie, de sorte à ce qu'on puisse vraiment trouver une passerelle qui peut mettre au même niveau, j'allais dire, les intérêts des uns et des autres, de sorte à garantir la sécurité et la paix. Oui, mais je suis entièrement d'accord avec mes deux confrères qui sont intervenus sur la question. Vous voyez, on craint que l'Iran possède l'arme nucléaire, c'est ça. Mais est-ce que la Corée du Nord n'en possède pas aujourd'hui? Mais c'est pas pour autant que les États-Unis attaquent ouvertement la Corée du Nord. On voit Trump aller s'afficher avec Kim Jong-un, le premier responsable de la Corée. Donc je pense que c'est une question de confiance, comme ils l'ont dit. Il faudrait que chacun reste dans son coin, mais il faut définir un cadre de confiance qui puisse définitivement rassurer les deux parties. Parce que personne n'a intérêt à ce que le Moyen-Orient s'embrase, plus particulièrement les États-Unis et même le monde entier. Personne n'a intérêt à ce que cette guerre se poursuive et que le détroit d'Ormuz soit dans la situation dans laquelle il est. Et je pense que c'est vraiment ça, que les États-Unis restent dans leur coin, que l'Iran reste dans son coin et que chacun gère ses affaires. À moins qu'il y ait quelqu'un qui puisse vraiment vouloir dominer le monde, mais pour dominer, il faudrait que ce soit vraiment par rapport à ton leadership et de sorte à ce que l'autre aussi il puisse accepter ce leadership-là. Il faut qu'il y ait un compromis qui décide de la non-ingérence de l'un ou de l'autre dans les affaires étatiques. Au-delà de ça, on peut mettre en avant aussi les enjeux économiques parce que cette guerre menace tout le monde au plan économique. Je pense qu'au-delà de la confiance, il faudrait qu'on mette en avant les enjeux économiques parce que cette guerre va mettre à plat toute l'économie mondiale. Donc je pense que si les États-Unis mesurent et l'Iran mesure ces enjeux-là, ils pourront vraiment s'entendre pour que cette guerre finisse. D'accord. Sangari Yacouba. Je pense que pour finir ça, il faut qu'ils règlent la question palestinienne. Parce que la question palestinienne est une pomme de discorde entre l'Israël et l'Iran. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Israël et les États-Unis sont le principal soutien d'Israël. Donc il faut régler la question palestinienne. La question palestinienne, il faut 2 États. Je pense que si cette zone est apaisée, ça va aider l'Iran à maintenir, à calmer le Hezbollah et à calmer le Hamas sur cette question. Si ça c'est réglé, je pense que l'Iran et les États-Unis peuvent régler l'affaire. La question du nucléaire, c'est clair. Il y a une agence des États-Unis, des Nations Unies, l'AEA, qui s'occupe de faire le contrôle dans les différents pays pour s'assurer que la réglementation sur le nucléaire est respectée. L'AEA a fait des missions, je me souviens des années passées en Iran. L'AEA peut rentrer en mission pour contrôler l'uranium iranien pour s'assurer que l'Iran ne va pas forcément ne s'est pas enrichi pour faire l'arme nucléaire. Ça peut se régler. Le reste, vraiment, ils peuvent trouver un accord tranquillement économique pour régler le conflit. Je pense que c'est ça. Mais il faut qu'ils règlent la question palestinienne parce que si ce n'est pas réglé, ça restera toujours une zone de tension. Il y aura toujours conflit. Voilà. C'est bien compris. Alors, merci à nos invités pour leurs analyses et leurs éclairages sur ces 2 sujets. Merci également à notre reporter Siaka Kone ainsi qu'à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui se sont mobilisées pour la réussite de cette émission. Merci à nos fidèles téléspectateurs de RTI1. Merci de tous les dimanches, vous zappez être sur RTI1 pour suivre ce débat. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse. D'ici là, passez une très bonne soirée et restez connectés au programme de RTI1, la chaîne qui rassemble.